Ouagadougou, quartier padois de Ouagadougou, depuis le centre parlementaire panafricain. Rendez-vous ce soir avec un homme d'idées, mais surtout d'action. Il s'est traduit l'intelligence en action pour le développement de son cher pays, le Burkina Faso, diplomate de carrière, ancien ministre chargé des enseignements secondaires supérieurs de la recherche scientifique, président de l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, Mélégué Traoré est dans la surface de vérité, dans le fauteuil blanc, pour sa part de vérité sur le corps social burkinabé. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce fauteuil blanc. Vous avez été ambassadeur à Moscou auprès donc, de la plupart des pays communistes jusqu'en Mongolie, je crois bien. Comment voyez-vous la géopolitique aujourd'hui? La Russie est-elle vraiment décidée à prendre grandement pied en Afrique francophone ou c'est juste de la provocation vis-à-vis du rival français? Oh, je pense simplement que... Non, j'étais d'abord chargé d'affaires à Washington avant d'aller à Moscou. Et c'est certain que les Russes, aujourd'hui, ils ont vraiment décidé maintenant, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que pendant la guerre froide déjà, les Russes les soviétiques de l'époque, étaient implantés dans quelques pays seulement, c'est-à-dire le Ghana, ensuite l'Égypte, avec le barrage d'Assouan, parce que les Occidentaux avaient refusé de financer le barrage. Et les Russes ont beaucoup aidé les mouvements de libération nationale, un peu partout. Et bien sûr, l'Éthiopie, à l'époque de Haïlé Sélassié, non pas Haïlé Sélassié, oui, mais c'est celui qui l'a remplacé. Et c'est pas vraiment nouveau. Réellement, c'est pas nouveau. C'est simplement, cette fois-ci, on n'est plus dans le même... ce n'est plus le même contexte. Ce n'est plus le même contexte. Et puis, surtout, l'organisation du monde n'est plus ce qu'elle était à cette époque-là. C'est vraiment la rivalité entre les deux grands à cette époque-là. Et puis, à partir de 90-91, on est dans un monde multipolaire maintenant. Ce n'est plus le monde bipolaire qu'on connaissait, avec Washington et Moscou. Mais toutes les puissances s'intéressent à l'Afrique, de toute façon. Ce n'est pas un fait nouveau en tout cas, mais on voit que dans ce contexte de crise, notamment pour le Sahel, ça s'affirme grandement parce que l'Afrique a besoin de partenaires sûrs pour mener la lutte. Et là, la Russie semble faire une offre dans ce sens, on le voit. Barkhane définitivement parti du Mali. Et le Mali, aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle d'émancipation? Est-ce que l'exemple malien doit faire tâche d'huile? Vous savez, le contexte est toujours différent d'un pays à l'autre. L'histoire du Burkina n'est pas l'histoire du Mali. Et je vous ai dit que les Russes sont au Mali depuis très longtemps déjà. Déjà à l'époque comme je disais, de la première crise Touareg, jusqu'en 1962, les Russes étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Maintenant, c'est vrai qu'à cette époque, avec le monde bipolaire, les pays africains, il y a très peu, au début, qui regardaient vers les pays communistes. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. La présence russe est tout à fait banale. Et à cause de ça, chaque pays forge ses instruments. Chaque pays forge ses armes pour se situer dans le monde d'aujourd'hui, pour s'en sortir. Alors, là où on peut trouver des ailes, c'est là qu'on les prend. Et comme je dis souvent, quand tu te noies,
quand tu es tombé dans un puits et que tu es arrivé au fond, tu es obligé de rebondir, sinon tu meurs. Conséquence, tôt ou tard, je pense que la plupart... il n'y a plus de pays vraiment qui soient hostiles en Afrique, qui soient hostiles à la Russie. Il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'avant, il y avait vraiment... Notre premier président, par exemple, Maurice Samégo, était hostile. Et ce n'était pas de la blague. Hostile à la Russie, hostile à la Chine. Peut-être dû à l'attitude de la France au fil du temps. Non. Il y avait c'est-à-dire le communisme faisait peur. Même ceux qui n'avaient jamais été en Russie avaient peur. Donc il faut relire les discours de Maurice Samégo là-dessus. Il a fallu que Maurice Samégo tombe le 3 janvier 1966. Eh bien, il a fallu ça pour qu'en février 1967, la Mizana envoie Pierre Claver d'Amiba en Russie. Et c'est comme ça qu'on a établi les relations diplomatiques. Et donc, aujourd'hui, j'allais dire, c'est adapté à la situation internationale actuelle. Et le tournant le plus important dans nos relations avec la Russie, c'est sous la Révolution? Oui et non. Dans le verbe, oui. Mais les Russes n'ont jamais considéré qu'il y a eu une révolution ici. Ah oui? Non. Les Russes, ils avaient une philosophie, même sous le régime communiste. Pour les Russes, les militaires ne peuvent pas faire la révolution. Par principe, ça ne doit pas être des militaires. Moi, j'étais là-bas comme ambassadeur. Sankara est venu là-bas en 1986, oui, pour sa grande visite. Il était accompagné par 50 personnes, je me rappelle bien. Mais il a eu des discussions avec Gorbatchev. Mais dans l'ensemble, pour les Russes, c'était, j'allais dire, le communisme tropical. D'ailleurs, ils ne le cachaient pas. Quand vous discutiez avec eux, par respect pour vous comme ambassadeur, évidemment, ils ne disaient pas ça. Mais il suffisait de discuter en dessous avec eux. On savait que pour eux... Il n'y a pas de communisme en Afrique? Il n'y a pas de communisme africain. Pour les Russes, non. En tout cas, tant que c'est militaire, ils considèrent que ça ne peut pas être la révolution. Parce que par principe, pour eux, les militaires ne peuvent pas faire la révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez l'approche centrafricaine et malienne? Oh, moi, je juge très peu les pays parce que ça dépend. S'ils trouvent leur intérêt là. Chaque pays défend ses intérêts. Si, franchement, même si c'était l'enfer, si la Centrafrique veut, mais elle n'a qu'à y aller. Pourvu que ce soit bien pour les Centrafricains. Et est-ce que la Russie peut être véritablement une alternative dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Il y a vraiment les pays qui sont très très forts dans ce domaine. C'est la Russie qui a maté les Tchétchènes à l'époque. C'est la Chine et Israël qui est très 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 fort dans ce genre de choses. Et puis la Turquie qui commence à pointer du nez. Alors la Russie peut, mais je ne pense pas que la Russie ne s'engage jamais au-delà d'une certaine limite. Oui. Non, jamais. C'est-à-dire qu'ils sont très 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 prudents. Ils ne s'engagent jamais au-delà d'une certaine limite. Sous la guerre froide, c'était évident parce que il fallait contrer de manière frontale les pays de l'Ouest. Et là, effectivement, les pays, je vous ai dit l'Éthiopie, par exemple, les pays ont été très loin avec les Russes. Mais aujourd'hui, même si la Russie venait ici, puisque je vois beaucoup de gens qui demandent que les Russes, on aille vers la Russie, je ne pense pas qu'ils iront au-delà d'une certaine limite en termes d'engagement. Mais ils peuvent aider. Et de toute façon, il n'y a pas de contradiction à être avec la France et la Russie. On l'a été pendant combien d'années? Visiblement, la France ne voit pas les choses de cet avis. Ah, ça, c'est le problème des Français. Vraiment, ça les gêne quand on veut coopérer avec la Russie. Mais c'est normal. Même si mais c'est des rivaux. Regardez comment pour l'Ukraine, presque 34 pays contre la seule Russie. C'est 34 pays qui sont engagés là-bas, qui fournissent les armes, qui fournissent les renseignements, etc. Et comment mais la Russie, c'est le plus grand pays au monde, il ne faut pas oublier ça. Quand vous quittez l'ouest de la Russie, vous allez juste à Vladivostok, sur le Pacifique, il y a 10 000 kilomètres. Ça fait quoi? Ça fait 10 fois d'ici à Abidjan. Donc,
Non, non, mais pour une grande puissance, c'est normal tout ça. Là. Et comment ça s'explique, cette capacité de résistance et d'offensive de la Russie aujourd'hui dans cette crise avec l'Ukraine, tous ces pays face à la Russie, on a l'impression que ce soit militairement ou économiquement, c'est un... Non, pas économiquement. Les capacités de la Russie, c'est à peu près la même chose que l'Espagne. Donc, sur le plan économique, c'est pas vrai. Ils ont des matières premières comme le pétrole, etc., le gaz. Mais et là, ils tiennent l'Occident par le gaz. Ah, mais nous aussi. Pas par le gaz, mais regardez comment le pain est en train de s'amincir chez nous. Tout le blé vient de là-bas, de l'Ukraine et de la Russie. Donc, ils ont des moyens de pression vis-à-vis. Ils ont des moyens de pression. Non, et puis, je dis, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays qui... Il y a vraiment deux grands pays au monde, c'est la Russie et les États-Unis. Et la Chine est venue bousculer ce chemin-là. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. La France, ça ne compte pas, compte pour peu? Non, la France est devenue un pays de... Il n'y a que les Français qui disent qu'ils sont une grande puissance. Sinon, la France, aujourd'hui, c'est une puissance moyenne. Ils ne comptent plus parmi les grands pays. Mais comme les Français parlent beaucoup et bien, donc ça joue aussi au plan international. Sinon, la France, elle a des capacités, mais il faut bien voir que c'est surtout en Afrique qu'ils sont le mieux implantés. Et ils tiennent beaucoup à ça parce que ça les aide beaucoup aux Nations Unies pendant les votes. Vous savez, on a une cinquantaine de pays. C'est l'Afrique qui leur donne leur puissance? En partie c'est grâce à l'Afrique. Donc, il y a une contrepartie. Quand les Français disent qu'ils nous aident, nous aussi on les aide. J'ai vu au Mali, ils insistent sur le fait qu'ils ont perdu une cinquantaine de militaires. Mais les milliers d'Africains qui sont morts pour la France. C'est vrai que, entre 39 et 45. C'était combien? On a tendance à l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, c'était pas... Il y a Alain Foucault sur RFI qui en a longuement parlé la semaine dernière. Et qui justement disait, bon c'est vrai, il y a eu des morts, un mort c'est toujours un mort. Mais il y a eu infiniment plus d'Africains qui sont morts pour la France que l'inverse. Alors comment on comprend cette insistance justement de la France, malgré la volonté clairement affichée des Maliens de les voir partir? On a l'impression que difficilement la France veut quitter le Sahel. Non, pas le Sahel, le Mali. Le Mali, vous voyez qu'ils se sont réimplantés au Niger. Niger. Alors qu'on aurait pu penser qu'à partir du Mali, définitivement, ils pouvaient quitter le Sahel. Ils ne vont pas partir. Mais ils ont trop d'intérêts ici. Et ce n'est pas tellement des intérêts économiques d'ailleurs. Encore qu'il y a aussi les intérêts économiques, mais c'est d'abord politique. C'est d'abord en termes de politique étrangère et de diplomatie. Géopolitique. Ouais. C'est à ce niveau que c'est vraiment important pour eux, pour les Français d'être ici. Avoir l'Afrique pour peser dans le Conseil des Nations. Absolument. C'est grâce... On peut dire que si la France a pu être un grand pays, c'est grâce à l'Afrique. Quand les Allemands ont envahi la France en 1939, que le gouvernement, quand De Gaulle a lancé, c'est d'Afrique, c'est à partir de Brazzaville que tout s'est fait. Et le gouvernement français se trouvait en Algérie à la fin. Par conséquent, moi je comprends les Français. Je reviens toujours à ça. En relations internationales, il n'y a que ce qui compte vraiment, c'est les rapports de force. C'est-à-dire que c'est le jeu des intérêts. Et tant que les Français auront des intérêts ici, ils vont tenter d'être présents. Mais si c'était nous aussi, on l'aurait fait. Si on avait les moyens, on l'aurait fait. Et c'est ce que la Russie aussi veut faire? Tenter de pousser loin ses intérêts, d'étaler... Mais c'est normal, c'est normal. Mais l'intérêt de la Russie ici, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'intérêt français. Rien que la culture. Le simple fait de voir, sans les Africains à l'ONU, qu'est-ce que serait la langue française? C'est une force également. Donc, conséquence, je pense que on est vraiment, j'allais dire, dans la normalité des choses. Mais est-ce que là... Aujourd'hui, en tout cas en termes de diplomatie et de relations internationales, en termes de politique étrangère, ce qui se passe, c'est pas surprenant.
Est-ce que c'est irréversible cette dynamique qui s'engage là en Afrique? Il n'y a rien d'irréversible en politique étrangère et en diplomatie. Ça peut changer du jour au lendemain. Et on comprend. Regardez comment la Somalie avait viré à un moment donné. Comment, quand les Occidentaux ont refusé de financer le barrage d'Assouan, comment la Russie a sauté dessus. Et nous-mêmes, le barrage de Numbiel, ici, les Occidentaux avaient dit que ce n'est pas rentable. Ils ont refusé de s'engager dedans. Et c'est moi-même qui ai amené le dossier de Numbiel au Kremlin à l'époque. Parce que les Russes avaient décidé de créer un groupe de pays communistes mais ça n'a pas abouti finalement. Mais donc, là où tu trouves tes intérêts, c'est là où tu parles. Est-ce qu'on constate que depuis un certain temps aussi, au regard de cette nouvelle donne, la France visiblement veut lâcher quelque peu le portefeuille? On sait aujourd'hui que pour ce qui est du Burkina, l'AFD c'est le principal partenaire de la ville de Ouagadougou par exemple. Sûr, oui. Est-ce que la Russie est capable de faire pareil? La Russie peut le faire, mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. La Russie ne s'engage jamais au-delà d'une certaine limite. Et même quand elle s'engage, elle peut vous aider militairement, elle peut tout faire, mais en termes économiques, ce n'est pas grand-chose. Les appuis budgétaires, c'est pas leur chose. C'est pas leur chose, c'est pas leur tradition, sauf quand on est leur satellite, comme l'étaient les pays communistes avant. Dans ce cas, oui. Sinon, en termes, je ne pense pas que... Ils peuvent certainement nous aider, par exemple, pour la lutte contre le terrorisme, ça c'est vrai. Mais en termes économiques, non, je ne pense pas que ça peut aller loin. Je ne crois pas. D'accord. Sur le cas malien notamment, on a vu ces institutions sous-régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, qui sont aujourd'hui sur la sellette. Vous qui avez exercé justement la fonction de président du comité interparlementaire de l'UEMOA, justement, est-ce que ces institutions ne sont pas déphasées face aux enjeux du moment? Ne en faites pas, les chefs d'État sont très lucides. Oui. Et les textes, la CEDEAO, le Mali les a signés, on ne les a pas forcés à signer les textes de la CEDEAO. L'ECOMOG, c'est-à-dire la branche militaire qui gérait justement pendant la guerre du Libéria, tous les pays finalement étaient d'accord là-dessus, y compris le Mali. Donc le Mali est déjà très engagé dedans. Alors c'est peut-être ce qui se passe actuellement qui déroute quelque peu, mais ce n'est pas exceptionnel. On a l'impression que ces institutions n'ont jamais su prendre les bonnes décisions dans le timing qu'il faut. Non, mais on ne peut pas diriger une organisation internationale comme on dirige un pays. Ne serait-ce que parce qu'il y a 15 décideurs autour de la table. Tant que l'organe politique indépendant, souverain, tant qu'il est seul, c'est facile. Mais à 15, vous imaginez les contradictions qu'il y a. Déjà à ce niveau. Elles restent encore crédibles, ces institutions-là? Bien sûr, sinon on serait parti. Parce qu'on voit que... Quoi qu'on dise, on serait parti depuis longtemps. Ouais. Et quand une femme qui quitte ici aujourd'hui peut aller jusqu'à Lagos avec son simple passeport ou la carte d'identité. Oui, malheureusement, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les frontières restent fermées. Bon, il faut les rouvrir. Ouais. Moi, personnellement, j'estime que je ne vois pas très bien à quoi ça sert maintenant. Non. Alors, vous connaissez... À mon avis, vous savez, le Parlement de la CEDEAO, c'est nous qui l'avons créé. Les textes ont été faits en partie à partir de Ouagadougou. Donc, on a toujours été très, très engagés. Mais parce qu'on ne peut pas créer une organisation sous-régionale sérieuse sans le Burkina Faso. C'est impossible à cause de la position géographique. Nous sommes exactement au centre de l'Afrique de l'Ouest. Le premier sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, c'était en avril 1968. Et à l'époque, le Conseil de l'Entente avait décidé de boycotter le sommet. Sauf le Burkina, la Haute-Volta est partie. Alors que les autres pays, Niger, Dahomey, Côte d'Ivoire, ils ont refusé d'aller au sommet. Sauf
la Haute-Volta. Et c'est Modibo Keïta c'est son avion qui est venu chercher la visa. Le Burkina n'avait pas d'avion. C'est le président malien qui est venu chercher. Et en avril, il a été renversé en novembre 68. Et sur le cas malien, est-ce que ces institutions, CEDEAO, UEMOA, n'ont pas raté un peu le coche? L'impression que ça a donné au sein de l'opinion, c'est qu'elles ont fait l'affaire de la France. En faisant quoi? Sur le dossier malien. On savait que la France, justement, ne voyait pas d'un bon œil l'attitude des autorités maliennes. Donc, quelque part, l'impression qu'on a eue, c'est qu'elle a voulu passer par les institutions sous-régionales pour sanctionner le Mali. Vous parlez de la France. La France n'a pas ce moyen. Contrairement à une idée... Elle n'a pas d'influence sur ces institutions? Elle n'a pas aucune influence. Oui. Très peu. Très peu. Elle peut certainement parler avec quelques chefs d'État. Je ne vais pas vous citer lesquels, mais il m'est arrivé, parce que je suis en contact avec beaucoup de chefs d'État, il m'est arrivé d'être dans le bureau d'un chef d'État voisin à nous. Et j'ai suivi la discussion entre le président français et le chef d'État. Il faut voir comment il parlait au chef d'État français. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus ce poids-là. Parce qu'on sait la proximité d'un président comme Ouattara avec Macron, donc connaissant aussi l'impact ou l'influence de la Côte d'Ivoire, on se dit la Côte d'Ivoire, on peut toujours passer par la... Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a comme influence à la CEDEAO? L'UEMOA, par exemple. Alors, l'UEMOA, c'est différent parce que, pour l'essentiel, les flux financiers à l'UEMOA, c'est en Côte d'Ivoire que ça circule essentiellement. Et c'est pour cette raison qu'ils tiennent toujours à diriger la BCAO. C'est à cause de ça. Et la gestion justement de ces institutions, on sait que récemment, il y a quand même quelques petits couacs. D'abord, il y a eu la décision de la Haute Cour de justice de l'UEMOA sur cette question malienne. Et puis après aussi, par rapport à la présidence aujourd'hui de l'UEMOA, on sait un peu de façon tournante. Non, c'est tournant. Voilà. Mais en même temps, la conférence des ministres aussi. La BCAO aussi. Normalement, c'est tournant. Est-ce que pour l'UEMOA, faut-il faire en sorte que le pays qui assure la présidence ait en même temps la responsabilité de la conférence des ministres? Non, généralement, ce n'est pas comme ça, mais il n'y a rien qui interdit. Dans les textes, il n'y a rien qui interdit. Apparemment, certains présidents voudraient qu'il en soit ainsi. Oui, mais il n'y a rien qui interdit ça dans les textes. Ou alors, il faut changer le traité. Et là, justement, est-ce qu'il ne faut pas réformer ces institutions, par exemple? Moi, je pense que, franchement, aujourd'hui, en termes de politique étrangère, il faut aller vers l'intégration. Parce que tout ce qu'on fait là, ces organisations, c'est la simple coopération. On n'en est pas vraiment, sauf l'UEMOA, bien sûr, qui est allé très loin dans l'intégration monétaire. Mais sinon, pour le moment, c'est vraiment le primat de la coopération. Il faudrait certainement, de manière déterminée, aller vers l'intégration, parce que ça change tout. Si on est vraiment dans un processus d'intégration, ça veut dire que les pays acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté et que l'organisation elle-même peut prendre des décisions à la place des États. Aujourd'hui, la TVA qu'on paye là, c'est l'UEMOA qui fixe le barème le plus élevé du taux de TVA, la taxe. Là. Voilà. Donc ces organisations sont indispensables, elles sont incontournables. Peut-être que tout le monde ne voit pas l'intérêt, mais il suffirait que l'UEMOA n'existe pas, on ne le comprenne que c'était important. Donc elles gardent tous leur sens. Ces organisations vraiment gardent leur sens. Et puis on est trop petit pour véritablement être quelque chose. Pris individuellement, les pays sont trop petits. La ville de Lagos a 20 millions d'habitants, comme tout le Burkina. Alors, vous comprenez? Donc, par conséquent, moi, je pense que ces organisations, il faut les défendre. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas à changer. Il y a des choses certainement à changer. Parce que sur les questions de démocratie, de bonne gouvernance, on a l'impression qu'elles ne font pas assez. Excusez-moi, il faut être sérieux.
Le but des Africains, ce n'est pas la démocratie, c'est le développement. On parle comme ça tous, démocratie, démocratie. Ce n'est pas la démocratie qu'on mange. C'est pas la démocratie, c'est pas la constitution qu'on mange. Donc tous ces débats sont utiles. Parce que parfois on a tendance à lier l'exercice de la démocratie au développement, comme si comment le Brésil s'est développé? La démocratie permettait d'aller vers le développement. Et pourtant, pas du tout. Vous ne connaissez pas des dictatures qui ont fait le bonheur de leur pays en termes de Brésil? C'était les généraux. La Libye, qu'on a accusé. Voilà. La Corée du Sud. Elle était comme le Burkina Faso en 1960. La Corée du Sud est devenue une véritable puissance économique maintenant. Et Chiang Kai-shek à Taïwan, c'était la pire des dictatures qu'on puisse imaginer. Quand il a rappelé. Et Mao, c'est ça qui a fait que Mao est. Donc, véritablement, c'est bien. Il y a des options à faire. C'est bien d'avoir la démocratie. De régime politique. C'est bien d'avoir la démocratie, mais il ne faut pas faire comme si elle venait avant le développement. Ce n'est pas vrai du tout. Est-ce que justement le moment n'est pas venu pour l'Afrique justement de repenser sa vision, son régime politique, remettre en cause cette démocratie électoraliste qui visiblement ne nous amène pas vers le bonheur? Non, le problème c'est qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'on s'asseye pour repenser le modèle, mais que ce soit nous-mêmes. Parce que les modèles qu'on a maintenant, c'est les modèles de la science politique française. C'est-à-dire que le régime qu'on a ici, on a eu d'abord un régime présidentiel avec Boris Saveuro, mais depuis, à partir de 70 jusqu'en 74, c'était un régime parlementaire. Alors actuellement, on est entre les deux types de régimes, semi-présidentiel, semi-parlementaire, certains disent présidentialiste, ça dépend des gens. Mais c'est le modèle même qu'il faudrait repenser, à mon avis. Mais si les intellectuels ne s'y mettent pas, ça ne marchera pas. Il faut que les intellectuels s'asseyent et qu'on essaye qu'on discute en profondeur sur ce qu'on veut que notre pays soit. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce que véritablement ils jouent leur rôle, les intellectuels africains? Parce qu'on a l'impression, comme pour beaucoup, on a étudié de l'autre côté, la tendance, c'est qu'on a tendance à répéter les mêmes approches. On n'est pas capable de réfléchir, d'avoir cette vision homogène, de rechercher. Non, on est capable, bien sûr. On ne s'en donne pas les moyens. Ou bien nous ne sommes pas capables d'impacter la gouvernance. On ne comprend pas. Non, je reviens sur ça. C'est gouvernance. C'est quand tu as bien mangé qu'il y a la gouvernance. Si tu n'as pas bien mangé, il n'y a pas de gouvernance. Ça ne marche pas comme ça. En plus, dès que tu sors ici, arrivé à Zaktouli, gouvernance, ça veut dire quoi? Zéro. La gouvernance devrait nous permettre de bien manger, non? En principe. Mais il y a des pays qui ont la démocratie qui ne sont pas mieux que nous. Il y en a beaucoup. Donc le pays doit trouver son modèle. Ou alors, il faut aller vers l'intégration et à ce moment, la discussion sera plus large, plus profonde aussi. Parce qu'il y a comme une forme, même quand vous écoutez les intellectuels, qu'il y a une insistance à penser que cette démocratie est l'unique voie ou la voie qui devrait nous permettre de... Non, c'est pas possible. On ne peut plus raisonner. En tout cas, ceux qui raisonnent comme ça, je ne suis pas d'accord. On refuse le débat, la remise en cause de ce régime. Il faut accepter d'en discuter. Beaucoup pensaient d'ailleurs que le régime parlementaire, c'est lui qui allait nous sauver en 70. La querelle entre Joe Weider et Gérard Kango a fait que l'expérience n'a pas été poussée très loin. Il faut dire que les officiers de l'armée aussi avaient intérêt que ça ne marche pas. Puisqu'il était écrit dans la Constitution que, après le 3 janvier, quand on a fait la Constitution, c'était que en 70, le chef de l'État devait être forcément un militaire. C'était écrit comme ça dans la Constitution. Oui. Et on a essayé le modèle parlementaire, mais le modèle parlementaire ne marche que si vous avez une bonne majorité à l'Assemblée nationale. Si vous n'avez pas une bonne majorité, ça ne marche pas bien. Les contradictions suffisent pour que ça ne marche pas bien. Donc, je suis d'accord qu'il faut repenser le modèle. Il ne faut pas venir plaquer comme ça ici le modèle européen, tout fait. Il faut trouver notre propre modèle. Oui.
Et moi, je suis d'avis aujourd'hui, on est un certain nombre comme ça qui pensent qu'il faut accepter de créer un think tank ou un task force qui soit vraiment intégrés et qui mènent la réflexion, qui fassent les propositions. C'est ça qu'il faudrait faire. Très important. On ne peut pas s'en passer. On a beau dire, même contre le terrorisme, on ne peut pas sauter comme ça, pieds et mains joints, pour dire on combat le terrorisme. Si vous n'avez pas fini de réfléchir. Si vous n'avez pas pensé votre affaire, ça ne marche pas. Et un des problèmes que l'ancien président Roch Kaboré a eu, c'est qu'on ne voyait pas où était la stratégie. On a eu l'impression de tourner en rond parce qu'il n'y a pas eu vraiment la réflexion stratégique qu'il fallait. Et c'est pour cette raison que je vois les grands regroupements qui se font actuellement un peu partout, au Burkina, entre les partis politiques, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour le même modèle. Oui. C'est pour le même modèle. Ça reste le classique. Ça reste très classique. Quelques pays à l'époque avaient, je me rappelle, j'étais parti en Tanzanie en 1971, et je me rappelle, Jomo Kenyatta avait vraiment essayé d'apporter ce qu'il appelait le socialisme africain. C'est comme Kenneth Kaunda en Zambie, c'était pareil. Et qui consistait à allier le développement, certaines tendances du capitalisme, à allier ça avec le socialisme. C'est ça qu'il appelait le socialisme africain. Parce que vous savez, dans ces zones là-bas, à partir de l'est de la RDC, il n'y a pas de village. Les maisons sont une comme ça, et on identifie. Moi, mon épouse est burundaise, mais véritablement, c'est ici qu'elle a vu des villages avec des gens regroupés comme nous. Là-bas, on identifie les maisons par rapport aux collines, parce qu'ils ont plein de montagnes. Et donc, les maisons autour d'une même colline, c'est ça qu'on identifie. Ça leur sert de référence. On parle de vision, de pensée, justement, face au terrorisme. On parlait tout à l'heure des institutions sous-régionales. L'actualité, c'est qu'en Afrique centrale, avec la SADC, là, on a sorti nos forces militaires, justement, dans cette perspective de lutter contre le terrorisme. Mais chez nous, UEMOA, CEDEAO, on est encore en attente. Non, j'ai donné une interview au journal Le Pays. Ils sont venus ici. Je crois qu'ils vont publier ça lundi ou mardi, où j'expliquais justement que si vous avez 15 pays de la CEDEAO, chaque pays avec sa pensée stratégique, chaque pays avec ses calculs, 15 gouvernements ne peuvent pas donner des ordres et puis la guerre est réussie. Mais il faut qu'il y ait un centre unique qui donne l'impulsion et qui rende compte au chef d'État, bien sûr. Mais il faudrait un organe vraiment intégré et auquel on donne des moyens, auquel on donne les grandes décisions étant prises par les chefs d'État. De toute façon, si la réflexion est bien faite, on la reversera au niveau des décideurs. Autrement, je pense qu'on va continuer à nager comme ça dans tous les sens. On va parler de la jeunesse africaine à présent, oui. Visiblement de plus en plus engagée, notamment sur la question de l'impérialisme, par exemple. Pertinente vision des enjeux géopolitiques ou juste de l'activisme primaire, d'inculture et d'effets de mode, à votre avis? Non, c'est un peu tout ça en même temps. Remarquez qu'on criait bien plus contre l'impérialisme dans les années 70 que maintenant. Ah oui. Ah oui. C'est à cette époque, vraiment, il faut voir comment était le mouvement étudiant avec la FEANF en France, le GEV ici, etc. Et on sortait à chaque occasion. Je me rappelle, on a marché contre Houphouët-Boigny ici. Et ça doit être parce qu'il avait chassé des étudiants à Abidjan, les étudiants burkinabés et autres. Et je me souviens bien à Passwanga avoir perdu. La police nous a chargés, j'ai perdu ma chaussure là-bas. Je me souviens très bien de cette histoire. Mais contre l'impérialisme, on criait beaucoup plus que ça. Je pense que
Pour un penseur, c'est même passé de mode, pour moi. Ce n'est plus ça à la mode. Il faut aller au-delà, mener une réflexion endogène, comme dirait l'ancien ministre Kaboré, qui était au commerce. Là. Il a créé une structure là, basée sur le caractère endogène des initiatives et de la pensée, etc. Vous avez même un mouvement qui s'appelle Karma endogène, et dont je suis membre. Et je crois que Passeri Titenga aussi est dedans. À mon avis, on a notre avenir devant nous à condition de prendre des initiatives et d'être travailleurs. Regardez la télévision. Hein? Si vous regardez la télévision en Chine, en France, aux États-Unis, quand vous regardez, c'est vraiment... Les gens sont sur les tracteurs ou bien sur les ordinateurs en train de travailler. Les Africains chantent et dansent. Si vous regardez la télévision ici, on chante et on danse. Vous connaissez un continent qui se développe en dansant. Et pourtant, c'est ce qu'on pense qu'on peut faire. Tout cela doit participer de cette réflexion d'ensemble avec une vision derrière. Je me souviens que quand j'ai créé l'université de Boho, parce que ça a été un combat vraiment difficile, c'est comme l'école normale supérieure de Koudougou qui est maintenant un centre universitaire. C'est un camp militaire que j'ai transformé en l'université de Nassau à Boho. C'était le camp du SND avant, le Service national de développement. Et je me souviens très bien qu'il fallait qu'on trouve des jeunes à Boho pour aller nettoyer, etc., avant de commencer les constructions. Imaginez véritablement qu'on n'a pas trouvé les jeunes à Boho, parce qu'ils estimaient que la terre est trop... Le travail de la terre, non, c'est pas à leur niveau, ça c'est pas leur niveau. On va aller dans les bureaux. Vous savez où est-ce que j'ai trouvé les manœuvres et les ouvriers? Devinez. À Tenkodogo. C'est des cars que j'ai envoyés venir prendre les gens à Tenkodogo. Et à l'inauguration de l'université, j'ai dit quelque chose qui a fait un peu de bruit là-bas. Les jeunes de Boho, pour moi, ils ne savaient prendre que le thé. Et quand tu es là-bas, tout le temps, ils vont au grain, etc. Et c'est là que j'ai reposé la question. Vous connaissez une ville... Quand on dit ça, ils prennent ça comme de l'injure. Mais bien sûr, j'ai même dit, est-ce que vous connaissez une ville qui s'est développée, une région qui s'est développée en prenant du thé? Évidemment, non. Il faut que nous devenions véritablement travailleurs. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas aussi de la responsabilité de l'État de les occuper, de faire en sorte que cette jeunesse soit une jeunesse qui travaille? Mais même le fils qui est né de toi, est-ce que tu lui trouves du boulot? Vous ne pouvez pas demander à l'État de trouver du boulot. Il faut lui donner les aptitudes, les capacités, et créer l'environnement. Mais c'est ce que l'État fait en vous mettant à l'école et à l'université. Avec quel contenu? On parlait de vision endogène. Alors, non, s'il y a une réflexion, elle doit comprendre tout ça. Il faut que ce soit multisectoriel, c'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire l'État véritablement. Et ce que dit le gouvernement actuel n'est pas faux sur ce plan. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on puisse le faire en 2 ou 3 ans. Ce n'est pas possible. Parce que construire quelque chose, repenser un État, il faut une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Mais sur le fond, ils ont raison. Je parle des militaires, ils ont raison de dire qu'il faut reconstruire, il faudrait vraiment repenser l'État burkinabé. Oui, à commencer par l'éducation. À commencer par l'éducation. J'ai été ministre des Enseignements pendant 5 ans. Et beaucoup de CEG, de lycées au Burkina, c'est moi qui les ai construits dans toutes les régions. Mais d'ailleurs, les universités régionales, là, c'est moi qui ai fait le plan. J'ai fait le plan, c'était prévu une université par région. C'est moi qui ai fait le plan. Et des universités thématiques, non? C'était l'objectif non, du ça départ. devait se spécialiser. Oui. On avait prévu, par exemple, que tout ce qui concerne la santé, on avait décidé de mettre ça au Ouïghoua. Tout ce qui concerne les études supérieures pour l'agronomie, on devait mettre ça à Boromo, etc., etc. Alors, c'est quand j'ai fait ce plan qu'on m'a demandé d'aller prendre la tête de l'Assemblée. Et David Christophe m'a remplacé.
Vous auriez voulu rester pour implémenter tout ça? En tout cas, ma plus belle expérience dans ma carrière, c'est le ministère des Enseignements. Oui. C'est certainement là. C'est là qu'on peut reconstruire, refonder absolument. Ce pays. Je ne parle pas du modèle éducatif, parce que ça, il faut réfléchir aussi. On a assez de professeurs, de pédagogues pour ça. Vous savez, en termes de qualité, le Burkina a parmi les meilleurs chercheurs d'Afrique. Je peux vous dire ça. Parce que j'étais président en exil du CAMES. On est parmi les meilleurs. Et là encore, mais on ne les utilise pas. Les résultats de la recherche, est-ce que c'est ce qu'on utilise pour notre développement? Comme le fait par exemple la Chine, où le développement est basé sur les fruits de la recherche. Ici aussi, c'est parce que vous ne savez pas. Vous croyez que le cycle des manguiers, avant, quand tu plantais véritablement, il te fallait facilement, surtout les greffes. C'était très difficile, il fallait beaucoup de temps. Aujourd'hui, en 3 ou 4 ans, tu as tes mangues. La recherche n'a pratiquement pas de budget. Mais c'est la recherche qui a amené tout ça. Le cycle du maïs, du mil, ils ont raccourci tout ça au fur et à mesure que les pluies se raréfient. Et ça, c'est vraiment, l'INRA fait un très très bon travail, mais, et c'est là, je crois, les faiblesses de notre gouvernement, pas celui, l'actuel seulement, mais tous les autres aussi, c'est de ne pas accorder suffisamment de moyens à la recherche scientifique. Qu'elle se fasse à l'université ou au CNRST, mais il faut leur donner des moyens. C'est très souvent, c'est des financements extérieurs. Extérieurs. Ouais. Cherchés par les chercheurs eux-mêmes, très souvent, qui se débrouillent. Oui, j'avais à mon temps, j'entreprenais beaucoup de tournées à travers le pays. Il y a certains journalistes comme Zungrana qui est maintenant le directeur de Aujourd'hui au Faso. C'est eux qui m'accompagnaient dans mes tournées, parce que j'allais dormir dans les villages. Et on appelait ça le tour du Faso de la recherche scientifique. Et j'allais visiter aussi les centres de recherche de l'INRA, un peu partout. Donc, il faut redonner aussi sa place à l'éducation et à la recherche. Oui. Y compris en termes de moyens. Ça doit être le socle, justement. Sans ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui, il fait une période où au Mexique, les instituteurs, les directeurs d'école avaient le même salaire que les généraux de l'armée. Ah oui. Oui. C'était fait pour attirer les gens en enseignement. Ça s'appelle la vision aussi. Ah, ça c'était de la vision, sincèrement. C'était de la vision. Alors, parlant de cette jeunesse burkinabé particulièrement, chantée partout comme le pivot de développement, un potentiel ou un danger aujourd'hui pour la marche de ce pays. Quand on regarde le cursus, les formations, les questions de chômage, la culture politique, l'engagement, est-ce que c'est un potentiel ce qui peut compter ou c'est un danger? Non, nous avons le potentiel. Il faudrait mieux l'encadrer, mieux lui donner plus de moyens, c'est exact, mais on a vraiment le potentiel. Regardez même là, au niveau des médias. Il y a très peu de pays dans la sous-région qui ont la qualité de nos journalistes. Ce n'est pas parce que vous êtes là que j'ai dit ça. Si vous étiez nul, j'allais vous dire que vous êtes nul. Mais je dois reconnaître que il n'y a pas... Regardez les quotidiens qu'on a ici, c'est-à-dire l'Observateur date de 1973, c'est-à-dire l'Observateur. Le pays est venu bien plus tard. On n'avait pas de quotidien avant. Avant, l'Observateur, on appelait ça le BQ, le bulletin quotidien. On tapait à la machine et puis on renotypait. Et c'est ça qu'on distribuait comme journal. Alors, c'est avec la Révolution qu'on a créé Sidoya. Aujourd'hui, vous avez même un quotidien régional, l'Express du Faso à Bobo. Et je vais dire par là qu'on a vraiment une élite. Maintenant, l'utilisation de l'élite, c'est autre chose. Et en plus, les intellectuels même ne s'engagent pas suffisamment. Ils critiquent beaucoup, mais ils s'engagent très peu. Ça, c'est un problème, non? On est en pleine transition. Non, c'est un problème réel. Et déjà, il faut penser aux prochaines élections. Oui. Et les hommes capables, justement, de changer la marche du pays, visiblement, ont peur de s'engager.
Peut-être qu'on a peur de se salir. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment engagés. Peut-être peur de se salir ou parce que l'image de la politique est déjà sale, à leur avis. Mais rentrer dedans pour changer. Effectivement, pourtant, on ne s'engage pas. Et oui. ce qu'on constate, c'est que ce sont les mêmes acteurs politiques qui continuent justement de se positionner pour l'après-transition. Mais alors, moi je suis dedans aussi. Et alors, la vérité, c'est que les seuls qui ont l'expérience, c'est eux. Les seuls qui sont véritablement engagés, c'est encore eux. Regardez les détournements et la corruption. Moi, j'entends les gens, on tape toujours sur les anciens, etc. Mais les gens les plus corrompus aujourd'hui, c'est les jeunes. Parce que dès 22 ans déjà, on entre dans la classe politique ici, à présent. Avant, il fallait attendre 55 ans comme ça. Pour rentrer en politique. Pour rentrer en politique. Pour rentrer, vraiment être quelqu'un, faire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, à 25 ans, sont déjà responsables. En politique, avec des objectifs économiques, malheureusement. C'est plus mercantile. mais peut-être parce que purement mercantile. Peut-être parce que les cadres de formation politique qui existaient à l'époque, vous parlez tout à l'heure de la FEANF, etc., de l'UGEV, peut-être que de plus en plus, ces cadres de formation-là, pour les jeunes, n'existent plus. Et donc, non, il ne faut pas... Non, attendez. Non, c'était un certain type de formation, mais ce n'est pas ça qui a fait que les gens ont réussi. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas ça qui a fait la culture politique. Non, on a vraiment une école qui est solide. Et on a eu la chance d'avoir des intellectuels qui étaient solides comme Kizerbo. Vous avez des gens comme ça qui pour moi, la base, elle existe. Il faut maintenant l'exploiter. Et il faut accepter le changement. C'est-à-dire réfléchir même sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de construire. Si on n'a pas ce recul avec la réflexion, ça ne marche pas. Alors pour vous, il ne faut pas avoir peur de cette jeunesse burkinabé? Ah non, moi je n'ai pas peur. J'ai dirigé le principal mouvement de jeunesse, les scouts, pendant 15 ans. Et nous étions probablement parmi les 3 ou 4 meilleures associations scouts d'Afrique. Et c'est comme ça, dans ce cadre d'ailleurs, que j'ai rencontré l'empereur Haïlé Sélassié, j'ai rencontré Mobutu en 1972, j'ai rencontré Julius Nyerere. Je les ai tous connus grâce au scoutisme. Et moi, je pense que les jeunes, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut les soutenir. Il faut les soutenir et leur donner des instruments pour qu'ils réussissent, mais à condition qu'ils soient travailleurs. Quand tu es pauvre, tu dois être travailleur. Moi, je dis toujours, le pauvre, si tu es fils de pauvre, tu dois toujours être le dernier à te coucher et le premier à te lever. C'est comme ça qu'on devrait être. Surtout avec un pays qui n'a pas de ressources comme le nôtre. Parce que justement, avec la situation du chômage, on craint que tous ces jeunes-là, par la suite, s'endurcissent et que deviennent autre chose. Oui. Une menace. Non, moi, je ne pose jamais la question des jeunes en termes de menace. Je pense que si on sait orienter les choses, ce n'est pas une menace. D'accord. Non, ce n'est pas une menace. Au contraire, c'est un potentiel qui est positif pour nous. On va parler de la transition burkinabé aujourd'hui. Est-elle au cœur des défis du moment? Est-ce que vous avez un autre système? Vous avez un autre régime actuellement? Non. Donc, il faut soutenir le régime actuel. Ne serait-ce que pour finalement quitter l'état d'exception pour revenir à ce que vous appelez la démocratie classique, j'allais dire. Et pour ça, je vois beaucoup de gens qui proposent une nouvelle constitution. Mais franchement, on a déjà discuté, on a fait les grands modèles de régime politique, on les a tous faits ici. On a eu un régime présidentiel, un régime parlementaire, maintenant un régime semi-présidentiel. Il n'y en a pas beaucoup d'autres dans le monde. Il n'y a pas matière à passer à la 5e République? Si on change de constitution, on passera à la 5e. Quel est l'intérêt de passer à la 5e République? Les États-Unis, leur constitution date de la fin du 18e siècle. 18e siècle. Ils n'ont jamais changé de constitution. C'est la même constitution qui est là. Simplement, quand ils veulent changer quelque chose,
Ils ajoutent un amendement, des amendements, c'est tout. Mais ils n'ont jamais changé de constitution. Donc, c'est pas... Il ne faut pas changer la constitution pour la changer. Il faut que ça corresponde à un besoin réel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses à améliorer. On peut améliorer... J'ai l'impression que ce sont des constitutions taillées sur mesure, donc à un moment donné, qui ne répondent pas forcément... Non, pas sur mesure, parce que la plupart... Ceux qui font les propositions, ce n'est même pas les hommes politiques. C'est très souvent des intellectuels. Regardez, même Roch avait créé une commission constitutionnelle qui a proposé justement une nouvelle constitution. Mais quand vous lisez ça, c'est toujours le régime présidentiel, c'est pas autre chose. D'accord. Ouais. Et quelles réformes politiques sous cette transition, justement, pour éviter de retomber dans les mêmes travers? Alors, en termes de... Bon, d'abord, je répète, il faut discuter. Il faut qu'on crée un cadre ou des cadres de discussion pour faire des propositions équilibrées et dans lesquelles tout le monde se reconnaît. En termes de réformes politiques, je ne vois pas beaucoup de choses venir. Probablement, on va encore changer de constitution, je n'en sais rien. On va organiser de nouvelles élections, et puis 4 ou 5 ans après, un nouveau coup d'État. Vous connaissez un pays qui se développe par des coups d'État et par des transitions successives? Donc il faut faire poser le diagnostic maintenant. Il faut le faire de manière sérieuse, justement pour ne pas avoir à changer chaque fois. L'instabilité même ne permet pas de se développer. Rien que ça. Mais ça, c'est des choses qu'on peut éviter. Il faut qu'on puisse s'entendre là-dessus. Et je pense même pas, je pense surtout que quand on discute, il ne faut pas mettre certains de côté. Ce n'est pas parce que des gens ont des voix divergentes qu'ils ne peuvent pas discuter. On devrait pouvoir discuter entre... Tout le monde aime ce pays. Tout le monde aime ce pays. Il faut être inclusif. De toute façon, vous n'en avez pas... Est-ce que vous avez un autre pays? On n'en a pas. Vous n'avez pas d'autres pays? On y a intérêt tous à ce que ce pays tienne la route. Non. Après tout, non, on exagère parfois aussi. Si vous aviez vu Ouaga dans les années 60, que vous voyez Ouaga aujourd'hui, c'est... Il y a quand même du développement. Il y a du développement, il ne faut pas non plus exagérer. Et la période pendant laquelle le pays s'est vraiment, j'allais dire, modernisé, c'est sous Blaise Compaoré. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, le pays tel qu'il existe actuellement, c'est Blaise Compaoré. Peut-être parce qu'il a eu tout le temps aussi. C'est pourquoi j'ai dit que la stabilité est essentielle. Les gens admirent beaucoup Ouaga 2000, mais ils ne savent pas comment ça s'est passé. Ça, c'est vraiment une idée de Blaise. Et vous savez, Blaise a pour lui, faire les plans, ça fait partie du genre de choses qui sont sur lesquelles il fait le plus possible. Les plans, même dans nombre de cas, c'est lui qui les a fait lui-même. Oui. Comme un architecte. Parce qu'il aime ça. Bon, aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de faire tout ça, mais c'est lui vraiment qui a construit le pays tel qu'on le connaît actuellement. Ce n'est pas parce que je suis du CDP que je le dis, mais c'est réel. Et vous pensez justement, parlons toujours de réflexion sur les régimes politiques, les modèles, que par moment peut-être, est-ce que le système d'alternance 5 ans renouvelable une fois, ça permet véritablement de faire du développement dans la durée? Parce qu'on a l'impression que chaque président qui arrive a tendance à penser que ce qui se faisait n'était pas bon. Donc, l'éternel recommencement. Ça, c'est déjà mauvais. Quand tu viens au pouvoir, tu dois ajouter quelque chose à ce qu'il y avait. C'est un continuum. Mais malheureusement, dans notre pays, tout gouvernant veut faire le contraire de ce que l'autre avait fait. On construit, on déconstruit. On veut même parfois changer, c'est-à-dire effacer les traces de celui qui vous a précédé. C'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, je pense que on devrait réfléchir autrement. Réfléchir autrement, en mettant l'intérêt de la nation. L'intérêt supérieur, comme on dit, de la nation. Et je répète, il faut que tout le monde participe au débat. Mais bien sûr, ce n'est pas les 20 millions de Burkinabés qui vont écrire une constitution.
Mais c'est toujours un noyau qui va faire mener la réflexion. Et pour emballer l'ensemble des Burkinabés sur cette vision des choses, il faut du leadership aussi. Il faut du leadership. C'est pourquoi il y a beaucoup de démagogie quand on dit on va aller expliquer la constitution dans les villages, etc. Qu'est-ce que vous voulez aller expliquer à quelqu'un à Kankalaba? À Kankalaba, on s'occupe de nos fétiches. Voilà. Ça s'arrête là. Et on cultive beaucoup, on s'occupe de nos fétiches. Mais si vous allez asseoir les vieux de Kankalaba pour leur expliquer la constitution, ils ne savent même pas si c'est le nom d'un arbre ou d'un fleuve. Quand vous dites la constitution. Et l'autre impératif, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'impératif de l'unité nationale, qui est essentiel. Essentiel. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 3 ou 4 ans, j'avais proposé qu'on fasse un forum national des communautés. Parce qu'on ne se connaît même pas. Les Burkinabés ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas. Si vous allez à Banfora, vous quittez Banfora, vous allez vers Nyangoloko, ou vous allez à Kankalaba, ou vous allez à Tougouri, enfin un peu partout. Chez nous surtout, et vous parlez des gourmachés ou des bissa. Les gens ne savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est le nom d'un arbre? Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas que ça existe. Mais si vous partez vers Fada aussi, ce nouveau, ils ne savent pas ce que c'est. À part les intellectuels, bien sûr. Là aussi, il faut vraiment qu'on pense autrement et que l'unité nationale soit un des impératifs. Parce que sans ça aussi, il n'y aura pas le développement. Et la discussion au sud-ouest, là, après les derniers événements, j'estime que c'est grave. Il ne faut pas oublier que les Peuls, c'est la deuxième ethnie du Burkina. Au Burkina, en dehors des Mossip, aucune ethnie n'atteint les Peuls. Les Peuls ont un peu plus de 11% de la population burkinabé. Toutes les autres grandes ethnies dont on parle là, aucune ne dépasse 7%. À part les Moussis, bien sûr, qui sont la moitié de la population. Et on ne joue pas avec un groupe de ce genre-là. On ne fait pas avec beaucoup de légèreté. Surtout dans le cas d'espèces, pour les gens qui vivent à l'extérieur, qui sont étrangers eux-mêmes là-bas. Donc c'est la réflexion qui manque là. Sinon... parfois des discours tenus par des intellectuels. Mais bien sûr, bien sûr. Je ne vous dirai pas qui l'a dit, mais dans l'affaire de Yirgou, un des dirigeants de ce pays, que je ne vous citerai pas, qui ne savait pas qu'il était enregistré, a expliqué on a tué des Peuls. Il dit que ce ne sont que des Peuls. C'est grave. Ce ne sont que des Peuls. Et après tout, ça ce sont ses paroles, après tout c'est un chef aussi qu'on a tué. C'est grave ça là. Et les Peuls ont cet avantage qu'ils sont quasiment sur tout le territoire. Vous pouvez trouver des Peuls partout. Nous, on a des Peuls chez nous qui ne comprennent même plus Peuls. Ils parlent Senufo et Djoula. Non, ils sont partout. Une forme d'intégration. Hein, c'est une forme d'intégration et je pense qu'on devrait prendre modèle sur eux, en tout cas sur ce point-là, sur ce plan. Et aujourd'hui, je suis assez d'accord avec le gouvernement actuel. Autant on lutte contre le terrorisme, autant on devrait aussi lutter pour notre intégration nationale, notre cohésion. Très important. Et on termine d'ailleurs par ça. Comment réussir le processus de réconciliation nationale? Alors, la réconciliation. Moi, je suis membre du groupe des experts. Vous savez, le gouvernement a mis en place, c'était sous ROC, un groupe de 22 experts qu'ils appellent de haut niveau d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis dedans. Donc on travaille beaucoup dessus. Le ministre Bouli Hiro a rencontré tous les experts et les conférenciers la dernière fois à Ouaga 2000. Et oui, c'était, je crois que c'était à Ouaga, Tout à fait. à Ouaga 2000. Ce groupe-là fait un travail. D'ailleurs, certaines idées du groupe ont été reprises pour les nouvelles institutions de la transition. C'est parti en partie d'un document qui avait été préparé par le groupe des experts. Donc le groupe des experts est en train de reprendre. Mais la réconciliation, il y a tellement de fractures, elles sont tellement profondes, sans volonté politique, il n'y aura pas de réconciliation. Et puis, il ne faut pas être ambitieux au point de penser qu'on va réconcilier du jour au lendemain les gens.
Moi, justement, au début de la réflexion sur la réconciliation avec le groupe des experts, là, il m'est arrivé d'aller à Ouaga, même dans certaines cours, et quand tu commences à parler de Maurice Amigo, on dit de quitter la cour. Ouais. Pourtant, ça date des années 60. Les gens ont retenu le fait qu'il envoyait les gens à la prison à Gorom Gorom dès que tu avais... On disait Gorom Gorom, c'était faux. La vérité, c'est que la prison était à Dori. Mais quand on ne voulait pas gâter le nom de Dori, on disait toujours que c'est la prison de Gorom Gorom. Et aujourd'hui, en tout cas, je reviens là-dessus, ça doit être un impératif pour nous tous. Mieux la transition va réussir, mieux ça vaut pour tout le monde. Imaginez un seul instant que ce régime-là chute. On va faire quoi? Vous croyez que ça va se passer? On est sur la corde raide. Si ce régime-là échoue, ou s'il tombe, ou s'il y a un nouveau coup d'État, on ne sait jamais, on va aller où? Avec le terrorisme qu'on a aussi à nos portes maintenant. Et moi, je répète toujours, je répète toujours cette histoire de la lettre que j'avais adressée le 2 octobre 2019 à Roc à propos du terrorisme. Quasiment tout ce que j'ai dit, c'était une lettre de 5 ou 6 pages. Tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. J'avais expliqué le terrorisme. Parce que moi, j'étais à Moscou à l'époque où les soviétiques avaient envoyé 100 000 militaires en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un petit pays, ce n'est pas un grand pays. 100 000 100 000. Au bout de 10 ans, ils ont dû fuir. Les Américains les ont remplacés après. Et il y a 3 ans, les Américains aussi ils sont partis. C'est-à-dire que le terrorisme est tellement difficile. C'est tellement difficile à gérer qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail aussi. Mais moi, je suis optimiste, je pense qu'on va s'en sortir. Oh, je pense de toute façon, on n'a pas le choix. Sauf à disparaître. Et comme personne ne veut disparaître, quand on dit disparaître, non, le Burkina existera toujours, mais ça peut ne pas être le même Burkina, tel que nous le connaissons là. Et déjà, soyons heureux avec ce que nous avons là. Il ne faut pas se limiter à ça. Mais il y a beaucoup de pays où les gens aimeraient être libres comme ce que nous avons ici. Et ouverts comme ce que nous avons. Accepter la discussion comme ce qu'on a. Et accepter le débat contradictoire. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Voilà. Accepter donc le débat contradictoire et surtout rester optimiste pour ce pays. Ah, moi je suis optimiste. Nous avons tous intérêt. Je suis optimiste. Merci, M. Mélégué Traoré, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci le fauteuil blanc. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.